Bien, ben, bonsoir. Nous avons quelques minutes de retard pour le démarrage. Donc, j'ai le plaisir ce soir d'introduire une conférence sur la météorologie pour l'intégration des énergies renouvelables. Alors, nous aurons deux exposés. Le premier, c'est Sylvain Cross, docteur École des mines de Paris 2004. 2004, c'est bien ça, hein? Tu étais chercheur spécialisé en analyse d'images satellites à l'INRAE et à l'École polytechnique, puis directeur scientifique de Watt. J'imagine que c'est une start-up sur ce genre d'activité, mais tu pourras nous dire un mot. Et puis maintenant, depuis 2019, tu es au Centre Énergie for Climate de l'Institut Polytechnique de Paris et tu es ingénieur de recherche en optimisation des micro-réseaux et en photovoltaïque. Donc tu as 20 minutes. Je dis tout de suite un mot pour la présentation qui suit. Donc c'est Claire Hélène, Alvaro Lefebvre et Harold Mélin qui sont tous les trois ingénieurs EDF. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de leur carrière, simplement dire qu'ils sont dans une partie d'EDF qui s'occupe en temps réel, mais aussi à plus long terme, mais là, si vous êtes plutôt sur le temps réel, sur l'adéquation entre la production et la consommation. Comme vous savez, sur les réseaux, l'énergie électrique ne se stocke pas, donc minute après minute, je dirais même seconde après seconde, il faut qu'il y ait un équilibre, sinon il y a des dégâts et ça se voit. Donc, vous travaillez sur les prévisions de production des différentes filières soutenues, c'est-à-dire subventionnées en fait, vous êtes garant du processus de gestion des ventes de ces énergies sur les horizons à court terme. Donc, Sylvain, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Super, très bien. Bon, ben, merci d'être venu. Donc, je m'appelle Sylvain Cross, je suis de l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, je veux vous parler de météo et d'énergie renouvelable. Donc, pendant 20 minutes, c'est plutôt vulgarisé. On rentrera un petit peu dans la technique météo, mais pas trop, trop. Alors, on va essayer de changer de slide. Et ça démarre pas bien. Ça, c'est normal, c'est plutôt rassurant. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Voilà, donc je vais vous dire quelques mots sur sur le centre Energy for Climate de l'Institut Polytechnique. Voilà, c'est la réunion de plusieurs laboratoires dédiés à l'énergie et au climat. Et sa plus grande action est d'avoir construit des démonstrateurs sur le campus de Polytechnique. Donc vous avez la petite carte ici, avec l'étang en forme de bicorne. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, ces démonstrateurs ont permis et vont permettre de collecter des données, notamment de production, de consommation électrique, de production photovoltaïque. On a un projet de capture de CO2 dans les temps. On a des choses qui sont encore en cours. Ce qui est important de savoir, c'est que nous avons dans ce petit bâtiment rond un observatoire atmosphérique qui est là depuis une vingtaine d'années, qui surveille le climat de la région parisienne, entre autres, et qui possède 150 instruments météorologiques. Donc, un vrai paradis pour des chercheurs en climato et météo comme moi. Et on a également un démonstrateur d'agrivoltaïsme. Donc, vous voyez un petit champ avec des PV. Celui-là, il vient juste de sortir de terre. Puis, nous avons l'incubateur à droite qui est alimenté en autoconsommation. Mais parlons du sujet d'aujourd'hui. Donc, les énergies solaires et éoliennes sont météosensibles, c'est-à-dire que leur production dépend très, très fortement du temps qu'il fait. Alors, qu'est-ce qui fait varier cette production? C'est très simple, hein. Pour la production éolienne, ce qui la fait varier à tout instant, c'est la vitesse du vent dans l'axe de la turbine. Et donc, cette vitesse du vent, ça va, vous entendez pas trop de bruit aigu? Ça va, voilà. Et donc, cette vitesse du vent, elle dépend de plusieurs choses. Bah, déjà, du vent environnant, qui dépend lui-même du champ de pression atmosphérique à grande échelle, qui dépend également des conditions sur la couche limite atmosphérique, c'est-à-dire les 1000 premiers 2000 mètres à partir du sol. Et donc,
pour un champ de vent égal, on peut avoir un vent différent selon la température du sol, la texture du sol et surtout également le relief. Je vous ai mis deux petites illustrations en dessous. C'était le jour de la tempête Kirk, le 9 octobre, voilà. Donc, vous voyez sur l'image de gauche une belle dépression sur l'Atlantique qui laisse penser qu'on avait de forts vents à grande échelle. Et puis, sur l'image de droite, là, sur la petite courbe de droite, vous avez la vitesse du vent observée donc, à Polytechnique, donc avec des bonnes pointes jusqu'à 6 mètres par seconde et surtout une variabilité forte. Et cette variabilité forte, évidemment, a un impact la production d'énergie éolienne. Côté solaire, de quoi dépend la production photovoltaïque? C'est un secret pour personne. Ça dépend de l'éclairement solaire global, c'est comme ça qu'on le dit en physique, de l'éclairement solaire global qui atteint les cellules photovoltaïques. Cet éclairement dépend évidemment de plusieurs choses. Il dépend de la course du soleil, ce sera plus faible le matin et le soir, ce sera plus fort à midi, de l'épaisseur optique des nuages, donc de la capacité des nuages à atténuer le rayonnement lorsque le nuage passe devant le soleil. Ça dépend dans une moindre mesure de la concentration en aérosol. Ça fait varier un peu l'éclairement global de quelques pourcents. Ce n'est pas négligeable, surtout dans les zones arides et dans les zones désertiques. Et dans une moindre mesure de la température du panneau solaire, car un panneau solaire chaud est un panneau solaire qui produit moins qu'un panneau solaire refroidi. Et donc, cette température va dépendre de plusieurs paramètres, dont l'ensoleillement lui-même. Mais la variabilité dépend surtout du rayonnement solaire au sol, parce que la variabilité de la température est plutôt lente, on va dire. Alors, pourquoi il faut prévoir cette production? Je vous donne juste un panorama et mes collègues d'EDF vont rentrer plus dans le détail. Mais il y a plusieurs raisons de prévoir et ça dépend surtout de l'échelle de temps qui est souhaitée. Lorsqu'on développe un projet éolien ou solaire, on a besoin de dimensionner le parc. On a besoin de savoir si on a besoin d'un grand parc ou d'un petit parc selon la production voulue. On a surtout besoin d'estimer le retour sur investissement pour que le banquier puisse prêter. Et pour ça, on utilise des climatologies de productibles. Alors, pour savoir quel rayonnement ou quel vent on va avoir dans les 10 ou 20 prochaines années, pour l'instant, on a une méthode très simple. On prend le rayonnement dans les 10 ou 20 dernières années. Ça marche plutôt pas mal. Sur ces échelles de temps-là, on est à l'abri des variations dues au changement climatique pour le moment. Pour le moment, c'est la pratique. Les prévisions sur 1 à 2 jours, elles vont être utilisées pour la gestion des réserves opérationnelles pour les opérateurs de réseau type RTE. Et elle va être utile pour les marchés de l'électricité pour permettre aux producteurs et distributeurs d'électricité de consulter leurs offres. S'ils savent quelle quantité va être produite au lendemain, c'est très utile. Ça, la DOAT connaît ce sujet bien mieux que moi. Voilà. On a également les prévisions infrajournalières, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à quelques heures. Ça va s'appliquer ça va servir sur les mêmes applications que la prévision à 24 à 48 heures, avec en plus la gestion des micro-réseaux avec stockage. Typiquement, un bâtiment en autoconsommation avec batterie, il est utile d'avoir la prévision dans les prochaines heures, la prévision solaire dans les prochaines heures, pour savoir si ça vaut le coup de charger, décharger la batterie, etc. Voilà. Et la prévision infrahoraire, là, qui fournit des séries temporelles à la minute sur un intervalle de temps quelquefois inférieur à 20 minutes, elle va être utile, pareil, pour la gestion des micro-réseaux, mais également pour des contrôles de turbines. Alors, je ne vais pas préciser quelle turbine. Souvent pour des systèmes énergétiques isolés, par exemple un champ de photovoltaïque couplé avec une turbine diesel pour faire quelque chose dans le désert, poser une mine par exemple. On a besoin de prévisions à très très court terme pour vraiment voir le nuage arriver. C'est-à-dire que si on sait qu'un nuage va arriver dans quelques minutes, alors il va falloir allumer une turbine pour que la production électrique soit constante. C'est ça. Voilà. Voilà. Et dans les zones insulaires, comme à La Réunion par exemple, il est important de connaître les chutes de photovoltaïque pour pouvoir allumer des turbines à gaz qui vont produire dans le réseau non pas RTE, mais EDF et SEI. Voilà, car nous sommes dans les dom-toms. Alors, maintenant, parlons météo. Alors, modéliser le temps, ça a été une idée qui a été faite au départ pour des raisons sécuritaires, en fait.
pour prévenir les tempêtes et les temps violents. Et c'est le premier message que je vais vous laisser ici. Les modèles météo n'ont pas été conçus pour prévoir la production énergétique, puisque la préoccupation en 1854 n'était pas celle-ci. Donc un 14 novembre, comme aujourd'hui, figurez-vous, 14 novembre 1854, une tempête décime la flotte navale dans la mer Noire dans le cadre de la guerre de Crimée. Suite à ça, le directeur de l'Observatoire de Paris, donc Urbain Le Verrier, demande à Napoléon III un réseau d'observation qu'on puisse collecter, non pas par Internet, mais par télégraphe. Ça marchait mieux à l'époque, puisque si on avait eu ces données en temps réel, les météorologues auraient pu prévenir que dans telle zone, il y a une tempête et qu'il ne vaut mieux pas y aller. On n'était pas sur de la prévision, mais on était déjà sur de l'instantané, et l'instantané est très utile. Quand on sait qu'il y a une tempête à un endroit, elle restera quelques heures. Voilà. Donc, 1855, la France crée son premier réseau d'observation collecté par télégraphie. D'autres pays s'y sont mis à peu près au même moment. Pour aller vite, en 1904, des Norvégiens théorisent la prévision. Bon, ils partent d'un principe qui nous paraît très évident, c'est que la prévision cherche à collecter toutes les informations à un temps T, et ensuite on cherche à extrapoler pour avoir l'avenir. Extrapoler ici, c'est résoudre des équations de la mécanique des fluides. En 1904, c'était d'accord, on allait faire ça. Par contre, on n'avait pas vraiment de moyens pour les calculer. Donc, c'est en 1950 où on a la première modélisation numérique du temps, donc la première prévision opérationnelle grâce à l'invention de l'ordinateur. Voilà. Donc, c'était l'ordinateur ENAC en 1950. Du coup, ces modèles météo, ils ont été conçus pour prévoir des phénomènes dangereux. Et en fait, grâce aux collectes de pression atmosphérique, on peut déjà avoir donc des isobars comme on avait dans ce bulletin météo qui date un peu, mais qui est quand même très utile. Et rien qu'avec ce dessin, on savait qu'en mer du Nord, il y avait une dépression, il y avait des vents violents. Ce n'était pas le moment d'aller envoyer des bateaux à cet endroit-là, même si on n'avait pas vraiment la prévision. Mais tout ça pour vous dire que les premières infos qu'un modèle météo nous donne, ce sont ce qu'on appelle les vents géostrophiques, les vents à grande échelle qui glissent entre les dépressions et les anticyclones. Et on a une idée des placements des masses d'air chaudes et froides. Et puis enfin, donc l'équation de la mécanique du fluide qui permet de deviner l'avenir de ces variables. Mais pour prévoir l'énergie éolienne et l'énergie solaire, ce n'est pas suffisant. Alors, entre-temps, hein, depuis 1863, évidemment, on a fait quelques progrès, notamment la descente d'échelle, c'est-à-dire qu'à partir d'un modèle global à grande échelle, si vous avez l'exemple du modèle du Centre européen de météo, si on prend actuellement, c'est ce qui se passe, en fait, on prend les sorties de ce modèle et on les utilise comme entrée d'un modèle à plus petite échelle. Par exemple, le modèle météo, le modèle Arome de Météo France, qui est un modèle dit régional, même si vous voyez, sa couverture est plus grande qu'une région. Donc déjà, c'est bien parce qu'on a des variables météo à plus fine échelle. C'est bien. Mais pour, par exemple, l'énergie éolienne, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse du vent aujourd'hui à 100 mètres d'altitude, puisque la plupart des éoliennes sont à peu près à 100 mètres d'altitude. Mais un modèle, comme il va vous donner des résultats d'équation de la dynamique des fluides, il va vous donner une estimation assez lisse. Et donc, les modèles ont tendance à sous-estimer la variabilité éolienne et pas être autant précis qu'on souhaiterait. Concernant l'énergie solaire, mes modèles ont le grand défaut de sous-estimer la présence nuageuse. Ça, c'est dû à leur grosse maille. C'est dû au fait que la présence de nuages est une variable météo très secondaire. Les variables météo primaires, c'est la pression, l'humidité, la température. La présence d'un nuage, c'est un résultat, c'est une combinaison de ces variables. Donc, ce n'est pas quelque chose de très précis. Donc, la conséquence, c'est que les prévisions solaires qui utilisent des modèles météo classiques ont tendance à surestimer le rayonnement solaire, puisqu'ils sous-estiment les nuages. J'ai perdu personne. Voilà. Quant aux prévisions infrajournalières, c'est-à-dire à quelques heures ou infrahoraires, à quelques minutes, les modèles ne sont pas compétents pour ça, puisque ces modèles-là, en fait, pour les démarrer, il faut collecter un grand nombre d'observations et les modèles globaux sont démarrés seulement 2 fois par jour, une fois à minuit, une fois à midi. Et les premières heures de prévision du modèle, à cette échelle-là, montrent que le modèle varie peu. C'est-à-dire qu'on part, on part, par exemple, de la vitesse du vent à midi.
il va prévoir à 15 heures une vitesse du vent complètement similaire, même si le vent va changer. Voilà. Pour le rayonnement solaire, il va quand même prendre en compte la course du soleil. Il n'est pas si bête, le modèle. Enfin, les météorologues qui l'utilisent ne sont pas si bêtes. Mais les nuages à midi, entre les nuages de midi et les nuages de 15 heures, le modèle ne va pas avoir énormément de différence. C'est seulement au bout de 6-7 heures où la variation va vraiment se faire sentir, notamment au niveau local. Donc, ce sont ça les verrous pour l'éolien et le solaire avec les modèles météo actuels. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, on se débrouille. Voilà, alors on se débrouille, on a des bons outils. Alors, tout d'abord, pour les prévisions à 24-48 heures, on part du modèle météo classique, puisqu'il n'y a pas grand-chose de mieux pour une bonne base. Par contre, on va utiliser des modèles statistiques, des modèles d'apprentissage automatique, machine learning en anglais, ou de manière présomptueuse d'intelligence artificielle, pour corriger ces prévisions. C'est-à-dire qu'on va prendre des séries temporelles de sortie de modèles et d'observations. Donc on va entraîner des modèles et ça va permettre de corriger les prévisions qui sortent des modèles météo. Et on a déjà, enfin, ça fait à peu près une quinzaine d'années que des modèles statistiques sont créés là-dessus. Et on a vraiment quelque chose de mieux que la sortie brute du modèle, que ce soit pour le solaire ou l'éolien. Pour les prévisions éoliennes spécifiquement, infrajournalière, infrahoraire. L'alternative au modèle météo, c'est d'utiliser des observations, donc des observations de vitesse de vent, on en a par l'anémomètre de manière traditionnelle, c'est vraiment l'instrument météo qui sert à ça. On en a en collectant les puissances produites par les générateurs d'éoliennes, et plus il y a d'éoliennes, plus il y aura d'observations, bonne nouvelle. On a également le lidar vent. Un lidar vent est un rayon laser à effet Doppler qui va reconstituer le champ de vent en 3D sur plusieurs kilomètres à la ronde. Alors ça, c'est de la haute techno. Et ces observations-là, elles vont permettre d'avoir des séries temporelles et les statisticiens ou les experts en intelligence artificielle vont pouvoir faire des modèles statistiques qui vont prévoir à échelle locale l'avenir proche à partir du passé proche. En éolien, par exemple, on a eu des travaux à Polytechnique là-dessus. On va également utiliser des mesures d'éoliennes réparties sur un bout de la France pour jouer sur la corrélation spatio-temporelle du vent pour pouvoir enrichir ces modèles. Pour le lidar vent en bas à droite, on a un avantage, c'est qu'en fait, comme le lidar vent voit le champ de vent qui arrive, il va pouvoir donner une prévision assez précise de la turbulence dans les quelques minutes qui suivent. Donc ça, c'est un travail qui se fait en Allemagne du Nord, à l'université d'Oldenbourg. Pour la prévision solaire, alors je travaille dans la prévision solaire, hein, ça se voit peut-être, voilà, et moins dans l'éolien. On a un gros avantage, c'est que contrairement au vent, les nuages se voient, ils sont visibles. Le vent ne se voit pas. Si on prend une image satellite, on ne voit pas beaucoup le vent. Si on prend une image satellite, par contre, on voit bien les nuages. Je vous présente les satellites météorologiques géostationnaires. Donc, on en a un au-dessus de notre tête, enfin pas tout à fait au-dessus de notre tête, qui s'appelle Météosat, qui a le grand avantage de voir une image d'un tiers de la surface terrestre toutes les 15 minutes, et ce, à une résolution spatiale d'à peu près 2 fois 1 km au-dessus de l'Europe. Donc, ces satellites sont opérationnels depuis 1976 et servent à enrichir les données météo et servent à enrichir les prévisions météo. En prévision solaire, on détourne un peu leur usage puisqu'on va traiter leurs images pour en déduire une couverture nuageuse et extrapoler. Ce type de techno donc, existe à travers le monde, hein. Là, je vous ai mis une série de 6 satellites météorologiques géostationnaires opérationnels aujourd'hui, américains, chinois, japonais. Voilà. Et comment ça marche exactement? Alors, accrochez-vous, c'est le plus technique. Là, c'est le plus technique, voilà. Donc ça, c'est un travail de mon équipe à Polytechnique. Donc à gauche, en fait, vous avez ce qu'il s'est réellement passé sur l'image de gauche. Ce jour-là, un front nuageux est venu de la Normandie pour couvrir Paris. Alors ça arrive très souvent qu'un front nuageux arrive de la Normandie ou d'Angleterre pour couvrir Paris. C'est un bon exemple. À droite, c'est l'animation extrapolée qu'on a réussi à produire dès 11 heures du matin. Sans connaître l'avenir, on a déjà réussi à produire ce type d'image. Donc c'est assez ressemblant. Par contre, à un horizon temporel lointain, ça ressemblait moins. Maintenant, si on regarde bien la courbe, notre prévision, elle est en jaune. Alors, le faisceau laser, je ne le vois pas moi-même, donc je ne sais pas si vous le verrez mieux. Ouais.
Donc, notre prévision est en jaune, l'observation est en noir. Donc, on a réussi à voir la chute de rayonnement qui a eu lieu à cause de ce front nuageux. Par contre, en violet, on a la courbe de Météo France. Et là, vous voyez qu'à cette échelle de temps, elle n'a pas vu grand-chose. Elle a vu qu'il y avait une petite baisse, mais pas tant que ça. Voilà. Donc, ce genre de méthode a ses avantages. On n'utilise pas de hardware, on n'utilise pas de mesure au sol. On n'a pas de calcul intensif. On est plus précis que les modèles météo pour un horizon temporel inférieur à 4 heures, on en est sûr. Au-delà, les modèles météo commencent à être mieux. Et surtout, on a un rafraîchissement de cette prévision toutes les 15 minutes, ce qu'un modèle météo ne peut pas faire. La précision est sensible à la situation météo, hein. Ici, on a des nuages qui se déplacent horizontalement. Ça arrive souvent en Europe. Mais quand on a une convection, un nuage qui apparaît ou qui disparaît, ce modèle ne fonctionne pas. Voilà, je suis honnête avec vous. Il ne fonctionne pas en cas de convection ou d'arrivée de front chaud. Là, à droite, je vous ai mis des courbes qui correspondent aux performances de ce genre de modèle. Il y en a eu quelques-uns qui ont été faits dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. Et donc, un Uruguayen s'est amusé à faire des comparaisons. Et alors, donc, on a bon, les courbes les plus basses correspondent à ces modèles-là et on a des erreurs vraiment très, très proches. Voilà. Pour finir, pour les techniques de... Oui, C'est par translation de ce qui est dit à 9 heures sur les heures qui suivent et puis on regarde comme elles sont devant. Est-ce que c'est ça ou il y a beaucoup plus de mécanique? c'est que ça. En fait, le champ de flèche, le champ de vecteur vert ici, voilà, il est fait par traitement d'image sur deux images consécutives seulement. On n'utilise pas d'autres. On a essayé plein de choses. On a essayé des champs de vent externes, ça marchait moins bien. Le meilleur vent pour savoir quel vent pousse les nuages est celui prédit par les images satellites. Voilà. Et enfin, pour la prévision infrahoraire, on utilise des caméras au sol. C'est-à-dire qu'on va faire à peu près la même chose que par satellite, mais en regardant une image au sol. Alors, c'est plus compliqué parce que là, la translation est vraiment chaotique. Mais bon, la technique qui était établie en 2013 marche encore pas trop mal maintenant. C'était pareil, donc de deviner le champ de vent sur plusieurs images consécutives. Et avec cette petite échelle en bleu qu'on voit sur la vidéo, on va deviner le temps qu'il reste au nuage pour passer devant le soleil. Donc le résultat, c'est cette courbe rouge ici en bas qui correspond à la prévision et le gris qui correspond à l'observation. Donc voilà, là, il prévoit une chute et le gris nous dit qu'il y avait une chute. Par contre, la prévision était un petit peu en retard. La grosse difficulté de ces prévisions, c'est pas tant l'intensité, mais c'est vraiment à quel moment la prévision va chuter. Ce qui est un peu dommage, puisque à cette échelle de temps, ce qu'on cherche à savoir, c'est à quel moment la prévision va chuter. Voilà, c'est pas vraiment sur l'intensité, c'est plus sur quand est-ce qu'on doit démarrer la turbine. Et donc à droite, vous avez des exemples de caméras qui ont été faites et produites par diverses entreprises. Actuellement, les Allemands nous conseillent la Mobotix, alors parce que c'est une caméra allemande, mais c'est la moins chère. Et à la base, Mobotix est une entreprise de caméras de surveillance, hein. Ils ont découvert qu'ils avaient une utilité sur le solaire. Voilà, c'est tout pour les technos actuels. Donc, pour finir, je vais vous donner quelques perspectives. Alors, sans surprise, hein, les chercheurs se mettent à fond dans le deep learning, dans l'apprentissage profond, pour essayer d'améliorer ces méthodes. Alors, il y a deux choses pour améliorer, hein, ces prévisions. D'abord, améliorer les méthodes, faire en sorte qu'elles soient plus précises. Le deep learning a du sens puisque les données sont de plus en plus nombreuses, les architectures de réseaux de neurones sont connues, et puis la physique a des barrières qu'il faudra franchir. Les premiers résultats, c'est qu'on a des résultats effectivement plus précis sur des grandes échelles. On a d'énormes modèles météo qui commencent à bien marcher. Par contre, les calculs sont très intensifs pour une amélioration qui est encore limitée. On a des progrès statistiques, mais la microvariabilité, c'est pas encore ça. Et on a des recherches en cours pour mieux éduquer les modèles. Et je vous ai illustré ça avec cet exemple assez sympa. Donc ça, c'est une thèse qui a été faite en 2022 par Quentin Paletta. Euh, Avant, la plupart des chercheurs donnaient comme entrée du modèle l'image brute, c'est-à-dire cette image en haut à gauche. Et ils laissaient le modèle se débrouiller puisque on a dit que c'était de l'intelligence artificielle, donc c'est intelligent. Sauf qu'en fait, non, c'est pas si intelligent que ça. On a essayé plusieurs trucs. On s'est dit, on va zoomer sur le soleil, donc l'image en bas à gauche. On a eu des meilleurs résultats puisque le modèle voyait mieux les nuages. Ensuite, on s'est dit, on va faire une image centrée sur le soleil, comme ça, il sera moins dérangé par le soleil. Finalement, la meilleure solution, c'était ça, c'était reprojeter l'image. Là, le soleil est un point, ici, c'est une ligne. Et finalement, l'approche du nuage sur le soleil est beaucoup plus explicite pour le modèle.
Donc voilà, donc c'est un exemple d'intelligence artificielle si on aide un peu le modèle à être intelligent en lui donnant de meilleures données. Et enfin, donc pour finir, actuellement, avec alors mon équipe et le centre OIE de l'École des Mines, on est en train d'évaluer les nouvelles méthodes de prévision d'images satellites par Deep Learning. Donc, c'est un projet mandaté par l'Agence internationale de l'énergie. Un dernier point, là, j'ai dit améliorer les méthodes. Il y a aussi une autre manière d'améliorer les prévisions, c'est optimiser l'usage des observations et des modèles. Finalement, fournir une prévision peut-être pas plus précise, mais plus riche. Par exemple, dans mon équipe, on travaille sur le fait que si on connaît le régime de temps dans l'Atlantique Nord, on sait que plusieurs jours après, on connaît l'ordre de magnitude d'erreur. On peut dire aux utilisateurs, il y a une grosse dépression sur l'Atlantique, vos prévisions ne seront pas bonnes. Débrouillez-vous. Voilà. Voilà. Au moins, on a ça. Quand il y a un anticyclone sur la Scandinavie, on sait que pendant 4-5 jours, les prévisions vont être plus précises. Là, je parle des prévisions par satellite. On n'a pas encore testé sur le reste. Ce travail-là continue dans le cadre d'un projet ANR avec Polytechnique et 2 centres de l'École des Mines, donc OIE et Percé, puis des partenaires de Grenoble et de La Réunion. Tout ça pour dire que ce sujet intéresse beaucoup nos grandes écoles et on en est très content. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci Sylvain. Je crois que nous allons passer directement à la présentation des collègues d'EDF et puis les questions, ça viendra après. Quelle est la meilleure manière de le mettre en diaporama? En affichage, là. Non, attends. Il y a un menu là. J'ai pas l'affichage. Oui, allez. Bonjour à tous. Alors du coup, avec euh, Claire et Harold, on va vous présenter notre activité au sein d'EDF, donc dans une entité qui s'appelle EDF Obligation d'achat. C'est une entité au sein d'EDF, mais comme on va le voir, qui réalise une mission de service public. Donc on est un peu cloisonné vis-à-vis du reste du groupe EDF. On va vous parler des prévisions de production que l'on réalise pour le système électrique et également pour les charges de service public de l'énergie. Donc, le premier point, c'est EDF OA, EDF Obligation d'achat. Donc, c'est réalise une mission de service public qui est définie par la DGEC et qui est contrôlée par la CRE. Et donc, on est chargé de manager l'énergie et les capacités issues des installations qui sont soutenues par l'État, donc les installations d'obligation d'achat, dans un périmètre d'équilibre dédié. On va revenir après sur la notion de périmètre d'équilibre si ça ne parle pas à tout le monde. On est également en charge de piloter la mise en œuvre de la politique énergétique définie par la DGEC de soutien aux ENR, en France métropolitaine uniquement et hors ELD, et de réaliser toute l'administration des contrats de soutien. Donc en tout, on est à peu près 300 personnes, une grande partie étant notamment dédiée sur l'administration des contrats de soutien, donc des gestionnaires de contrats, et puis une douzaine de personnes qui sont hébergées au sein de la direction optimisation d'EDF, de laquelle on fait partie avec Harold et Claire, et Doat qui est également représenté aujourd'hui par des collègues d'EDF. Donc déjà, un petit focus pour ceux qui ne sont pas forcément familiers sur les deux principaux mécanismes de soutien qui existent en France aux énergies renouvelables. Donc on distingue à gauche l'obligation d'achat. L'obligation d'achat, c'est un mécanisme assez simple à expliquer. Donc c'est l'État qui fournit un contrat de soutien à un producteur
pour une installation renouvelable. Il s'engage sur un tarif d'achat sur une durée allant jusqu'à 20 ans. Et EDF-OA, donc nous, ou une ELD, est chargé d'acheter cette énergie au tarif d'achat pour chaque mégawattheure produit et de la valoriser finalement sur les marchés. Donc EDF-OA va capter un prix de marché issu de la production de cette installation renouvelable et par contre va en compensation payer, rémunérer le producteur à son tarif d'achat. Donc c'est le mécanisme de soutien historique. Il peut être plus ou moins complexe selon les filières, il peut intégrer des primes, mais voilà, globalement, le mécanisme est schématisé comme ceci et assez simple. En 2016, avec la loi de transition énergie verte, est arrivé le deuxième mécanisme de soutien principal que l'on gère, c'est le complément de rémunération. Donc là, on arrive sur la partie droite. C'est un mécanisme un peu plus complexe. Donc là, de la même manière, on conclut un contrat avec le producteur pour verser une prime au producteur, toujours en euros du mégawattheure, mais on n'est pas responsable de l'énergie qui est produite par le producteur. On va le voir après sur un schéma qui synthétise les flux. Mais l'idée, c'est que le producteur est responsabilisé pour valoriser lui-même son énergie et ses capacités sur le marché via lui-même ou via un agrégateur, plus souvent. Et finalement, par rapport à un tarif de référence qui est fixé dans son contrat, EDF-OA va être en charge de lui verser un complément de rémunération par rapport à ce tarif de référence, qui le plus souvent correspond à une moyenne des prix spot constatés sur la filière. Donc, dans certains cas, les prix de marché peuvent être plus élevés. C'était le cas, par exemple, en 2022, auquel cas, le producteur va devoir de l'argent à EDF-OA et on va rendre de l'argent finalement à l'État. Donc, voilà pour les deux mécanismes. Et si on synthétise un peu comment ça se passe en termes de flux, donc à gauche, le mécanisme en obligation d'achat, en OA. Donc, EDF-OA est lié à chaque producteur par un contrat dit d'OA. Le producteur nous doit toute son énergie en mégawattheure et nous, on le rémunère à son tarif d'achat régulé. Et on va s'occuper, nous, de faire finalement cette valorisation auprès des marchés. À la fin de l'année, de manière lissée sur une année, mais si on schématise, disons en année N+1, on fait le bilan de l'année N et on regarde combien on a réussi à valoriser sur les marchés versus combien on a payé aux producteurs. Et on est compensé côté EDF-OA par l'État sur finalement le différentiel entre les recettes et les dépenses. Et c'est directement alimenté par le budget de l'État depuis 2016. Sur le complément de rémunération, donc là, on est toujours sur un contrat qui nous lie avec les producteurs pour verser ce complément de rémunération financier. Mais par contre, l'énergie est gérée directement par le producteur sur les marchés en bleu ou via un agrégateur avec un tarif libre négocié où l'agrégateur peut, par exemple, facturer une prime d'agrégation au producteur. Et de la même manière, il y a aussi un système de compensation qui est réalisé entre l'État et finalement EDF-OA entre les entrées, entre les recettes, s'il y a des avoirs, ou les dépenses. Et finalement, enfin, voilà, entre ces deux aspects-là. Donc nous, EDF-OA, on porte la responsabilité uniquement de l'énergie sous obligation d'achat. Et à ce titre, on est dit responsable d'équilibre vis-à-vis de RTE. Donc, on est responsabilisé sur le fait de bien prévoir ce que vont produire les installations renouvelables en obligation d'achat. Et on va devoir écouler finalement cette énergie sur les différents horizons de temps des marchés. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Alors déjà, avant de rentrer dans les différents graphes, les filières soutenues en obligation d'achat, donc c'est des énergies renouvelables. Donc, on retrouve du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique fil de l'eau, mais également des filières d'efficacité énergétique. Donc, on retrouve de la cogénération gaz et un peu d'installation thermique à efficacité, donc, comme la biomasse, le biogaz, l'incinération, le gaz de mine. Alors, si on fait juste un zoom sur la répartition de notre portefeuille en obligation d'achat au 1er novembre 2024,
on a à peu près 29 gigas de puissance installée, essentiellement portée par du photovoltaïque et de l'éolien. Et puis, quelques installations de cogénération, pas loin de 2 gigas, d'hydraulique qui représente maintenant moins d'1 giga, et puis le reste qui est porté par les autres filières. Et donc, nous, en tant que responsable d'équilibre, alors, un responsable d'équilibre, il doit netter entre tout ce qu'il injecte sur le réseau et ce qu'il soutire. Alors, nous, on n'a pas de soutirage parce qu'on n'a pas de consommateurs, on n'a pas de clients. Donc, en réalité, tout ce qu'on va injecter sur le réseau, on va être mandaté pour le vendre sur les marchés, sur les différents horizons de temps. Et donc, ça, c'est la CRE qui nous définit les règles de vente. Donc, elle nous demande de vendre, de lisser finalement nos volumes sur différents horizons de temps. D'abord via les marchés à terme, donc les marchés forward, via des appels d'offres qu'on exécute chaque semaine au sein de l'équipe pour vendre des produits calendaires. Donc, on vend un ruban en base de 1 mégawatt sur toute l'année ou du produit trimestriel du Q1 ainsi que du produit mensuel M11, M12, donc novembre-décembre. Alors, pourquoi ces produits-là? Parce qu'en fait, on a ce schéma-là qui se répète quasiment d'année en année. Donc ça, ce graphique-là représente finalement la superposition de la puissance moyenne journalière injectée par l'ensemble de nos filières soutenues, donc par couleur, par filière. Vous retrouvez en bas plutôt les filières peu sensibles à la météo, donc le thermique, la cogénération, l'hydraulique fil de l'eau. Et puis les filières plus intermittentes comme le PV et l'éolien qui sont beaucoup plus fluctuants. On voit notamment le côté très fluctuant de l'éolien. Et en fait, on a une particularité dans notre portefeuille, c'est d'avoir la filière cogénération gaz qui a 2 modes de production, un mode dit d'été tarifaire et un mode en hiver tarifaire. Ils sont incités à produire l'hiver. Et donc, on retrouve finalement ce paquet orange de la filière cogénération lors du premier trimestre et lors du mois de novembre et décembre, parce que l'hiver tarifaire est défini du 1er novembre au 1er avril. C'est pour ça qu'on retrouve cette forme-là. Et donc, la CRE nous demande finalement de vendre à hauteur des traits noirs ici, ces volumes-là sur les marchés à terme, donc jusqu'à 2 ans à l'avance. Et puis, tout ce qui dépasse, finalement, on va être amené à le vendre sur le marché spot, donc la veille pour le lendemain, et sur le marché infrajournalier. Donc, une fois qu'on a vendu à terme les niveaux sous les barres noires, on fait une prévision tous les jours pour le lendemain, où on vient superposer les prévisions de production de nos différentes filières. Et en vert, ici, sous l'axe, sous la valeur 0, vous retrouvez en vert clair ce qu'on a déjà vendu à terme. Et donc, quand on fait la différence entre notre prévision de ce que vont produire nos moyens de production demain, moins ce qu'on a déjà vendu à terme, on retrouve ici en vert foncé l'image de ce qu'on va vendre sur le marché spot. Et enfin, en infrajournalier, donc le dernier horizon de temps sur lequel on va avoir quelques filières, notamment le PV et l'éolien, pour lequel les nouvelles données météo nous permettent d'avoir des données plus fiables sur la production PV et éolienne. Et donc, on va être amené à avoir des reprévisions sur certaines filières, notamment le solaire en jaune et l'éolien. Alors là, vous retrouvez en rouge foncé l'éolien offshore qui est également arrivé sur notre périmètre d'équilibre depuis 2022 avec l'arrivée de Saint-Nazaire. Alors, je passe la main à Claire. Donc, pour faire ces ventes sur les marchés donc, du jour pour le lendemain et en intrajournalier, on a besoin de modèles de prévision de production et donc des modèles qui ont des spécificités à la fois pour la vente en infrajournalier et à la vente du jour pour le lendemain. On a un cœur de modèle qu'on utilise pour plusieurs filières, donc qui s'appelle RIF, qui a été créé par la R&D et qui sert notamment aux filières éolien terrestre, éolien offshore et photovoltaïque. Donc, si on va dans le détail par filière, donc l'éolien terrestre, on utilise ce cœur de calcul interne qui se base sur des produits, c'est une méthode qu'on verra sur la slide suivante et qui se base sur des modèles météo. Et en infrajournalier, on va recaler
notre prévision qui se base sur les modèles météo avec le signal temps réel Ecodomix fourni par RTE. Pour l'éolien offshore, c'est une petite subtilité, c'est qu'on a de la part des lauréats des prévisions qui nous sont transmises. Dans les contrats, c'est la seule filière qui nous doit des prévisions. Donc, pour la prévision du jour pour le lendemain, on va mixer finalement notre prévision interne avec la prévision des lauréats. Et on va faire la même chose en infrajournalier. Pour le photovoltaïque, on utilise aussi le même cœur de calcul avec un modèle qui se base sur des données météo, mais d'autres données ici, plutôt le rayonnement, la nébulosité et la température. Et pour l'infrajournalier, ce qu'on prévoit, c'est en 2025 d'avoir en plus un modèle basé sur des images satellites qui a déjà été créé par la R&D et qu'on va bientôt mettre en opérationnel. Pour l'hydraulique, c'est un peu différent. Cette fois, on va utiliser un peu le savoir-faire d'EDF sur les mesures de débit. On va utiliser les données de débit en entrée d'un modèle de machine learning. À la fois, on utilise des données de débit et des données réalisées. Et on va aussi utiliser un autre modèle qui se base sur les données historiques et d'autres... qui se base sur les données historiques et une sorte de facteur de charge entre donc, les débits et la production. Voilà. Et on n'a pas d'infrajournalier pour cette filière. Pour le thermique, aujourd'hui, on fait un paramétrage par facteur de charge qui sont calculés sur la base de l'historique. Et on va intégrer en 2025 un modèle de machine learning créé par la R&D. Et pour l'horizon infrajournalier, on ajoute uniquement une notion de thermosensibilité pour l'incinération. Et pour la cogénération, c'est aussi un modèle maison à la base de facteurs de charge qui sont calculés sur l'historique. Mais on va à la fois prendre des données qui nous sont mises à disposition par les installations de cogénération, donc les données d'indisponibilité, de mode de fonctionnement, etc. Et pour l'infrajournalier, ça va être on va encore ajouter la notion de thermosensibilité. Si on s'attarde un peu sur le cœur de calcul qu'on utilise pour l'éolien et le solaire, donc ça correspond exactement à ce que Sylvain Cross nous a présenté. Donc c'est un modèle statistique qui est calibré par rapport à des prévisions météorologiques passées. Aujourd'hui, pour l'éolien et pour le solaire, on utilise des données du Centre européen et des données Météo France. Et on va regarder pour ces prévisions météorologiques quelles étaient nos données historiques de production sur notre périmètre d'obligation d'achat. Et ça va nous permettre d'avoir un modèle statistique qu'on pourra appliquer en opérationnel avec les données météo qu'on va avoir au fil de l'eau. Donc des données météo qu'on va avoir toutes les 6 heures. Et on va pouvoir utiliser finalement les deux entrées à la fois du Centre européen et Météo France pour finalement essayer de débiaiser débiaiser les modèles météo. Et on ajoute pour l'éolien terrestre le recalage, comme j'ai dit, temps réel, Ecodomix, parce qu'aujourd'hui on peut l'utiliser, parce que notre périmètre OA est assez représentatif du périmètre France, parce qu'il y a une bonne partie des installations éoliennes terrestres qui sont en obligation d'achat. Mais notre périmètre est en train de décroître, donc ça devient de moins en moins intéressant de se recaler par rapport à ce signal. Donc on va l'arrêter bientôt. Donc, on est amené finalement à modifier nos modèles, à la fois parce que notre parc, il évolue beaucoup. Pour toutes les filières, il est plutôt en décroissance, sauf pour l'éolien offshore et le solaire, où on est toujours en augmentation. On a aussi des évolutions qui vont être apportées parce qu'on a de nouveaux produits météo. Par exemple, lorsqu'on a des images satellites,
où on va utiliser des nouveaux modèles Météo France. Prochainement, on va utiliser le modèle Arome de Météo France. On a de nouvelles données qui peuvent être mises à disposition par les gestionnaires de réseau, donc des données plutôt de production en temps réel. Et ça c'est très utile pour recaler les sorties de nos modèles. Et on va aussi vouloir intégrer des nouvelles méthodes de modélisation, de nouveaux algorithmes ou l'intelligence artificielle. Et ça c'est des choses qu'on peut faire à chaque calibration. Donc nous, les calibrations, on les fait à peu près tous les 2 ans pour chaque filière. Mais entre ces calibrations, on a des choses qui peuvent finalement impacter la bonne prévision de nos modèles. C'est-à-dire quand on peut avoir des évolutions notables de notre portefeuille. Donc en 2022, on a eu énormément de sorties anticipées d'installations en obligation d'achat, puisqu'il y avait une augmentation des prix de l'énergie. Donc, des producteurs ont vu intéressant de sortir de l'obligation d'achat pour toucher des prix plus intéressants. Donc, par exemple, en hydraulique, on a divisé par 2 notre puissance installée. Donc, ça a fortement dégradé nos prévisions. On a aussi un autre élément qui peut impacter notre modélisation, c'est l'essor de l'autoconsommation. Donc, jusqu'alors, on n'a que des modèles météo. Et il faudrait, pour intégrer l'autoconsommation, il faudrait aussi ajouter une dimension de consommation, donc qui est plutôt liée au jour de la semaine, etc. Et on peut aussi être impacté par des phénomènes météo atypiques, dont va parler Harold, par exemple. Donc, par exemple, le phénomène Sirocco, qui est mal intégré dans les modèles météo actuels. Bonsoir à tous. Donc, comme évoqué par Claire, on va s'arrêter ensemble quelques minutes sur une situation qu'on a vécue en opérationnel et qui va vous montrer un peu la limite de nos processus et de nos modèles de prévision, notamment sur la filière photovoltaïque. Et on va s'arrêter sur l'épisode Sirocco qui a eu lieu en 2022. Donc, en quelques mots, le phénomène Sirocco, donc c'est un phénomène de remontée de poussière du Sahara. Et le phénomène, il a été notamment marqué en France le 15 et 16 mars 2022, avec un retour du phénomène même plus tard vers le 26 et 27 mars. Et finalement, on a rencontré cette période-là un temps d'environ 15 jours en absence de pluie totale, qui a eu des conséquences dans notre activité. Sur le fond du phénomène, donc c'est ce qui est expliqué un peu plus bas, c'est des nuages concentrés avec un phénomène d'aérosol qu'on va voir par la suite qui est peu ou mal prévu dans les modèles Météo France. Et donc, si on fait le timing pour ce qui nous concerne, donc on a le début du phénomène. Je sais pas si Pardon. Bon, finalement. Désolé. Donc, on a le début du phénomène qui est apparu le 15 mars. On a rencontré opérationnellement, et on va le voir juste après, une forte nébulosité et un second effet qu'on n'avait pas anticipé, c'est un dépôt de sable, et on va voir le lien avec les panneaux photovoltaïques. Un retour du phénomène le 26 et 27 mars, et finalement, enfin, les premières pluies sur la fin du mois de mars, vers le 30 mars. Donc le problème, par rapport à ce qui nous concerne, c'est la non prise en compte du phénomène Sirocco dans les prévisions faites par Météo France, pardon. Et derrière, c'est la prise en compte des aérosols dans toutes les métriques qui sont prises côté Météo France pour pouvoir construire les fichiers en entrée de nos modèles. Et donc, au niveau des aérosols, elle favorise une apparition de nuages qui est mal modélisée. Et ça vient notamment impacter la nébulosité, qui est une des variables importantes dans la prévision photovoltaïque. Oui, exactement. C'est vraiment les épisodes les plus marqués avec un... Exactement. Donc, deuxième phénomène, on va voir par la suite, c'est une fois que le phénomène aérosol et la couverture nuageuse particulière est passé, le sable s'est déposé notamment sur les panneaux photovoltaïques et vient dégrader la qualité de production sur la période.
Donc, l'idée, c'est comment, en opérationnel, par rapport à tout ce qui vous a été présenté avant, prendre en compte ce phénomène qui n'a pas forcément été anticipé dans les modèles et qui n'est pas intégré dans les fichiers météo. Donc là, on s'est appuyé sur l'équipe de la R&D d'EDF avec qui on a la chance de collaborer et qui est présente aujourd'hui si vous avez des questions pour aller plus loin. On va le voir juste après. Donc, on se rend compte qu'au niveau des modèles météo, on a une faiblesse et une non prise en compte du phénomène de manière aussi importante qu'on le souhaiterait. Et donc, on a travaillé en opérationnel pour se dire comment corriger notre signal de prévision de production pour limiter le phénomène. La conséquence pour nous, c'est ce que vous a expliqué Alvaro. On fait des prévisions. Nos prévisions, ça correspond à des ventes sur les marchés de l'énergie. Et si la production réelle s'écarte de manière assez forte par rapport à cette prévision de production, on aura des écarts sur notre périmètre d'équilibre et ces écarts nous sont facturés par RTE à un prix assez conséquent. Donc, on a tout intérêt à être le plus équilibré possible, soit la veille pour le lendemain, soit en infrajournalier. Donc, vous avez l'illustration, je vais peut-être commencer par le graphique de droite. Le graphique de droite vous illustre notre prévision en infrajournalier, donc c'est tout ce qui est en bleu. Le réalisé, c'est le orange, et la résultante, les écarts, la courbe verte. Donc, on voit qu'on a un début de mois de mars 2022 avec des écarts légèrement positifs sur la première quinzaine. Et puis, on voit l'apparition du phénomène Sirocco et une explosion des écarts constatés sur le périmètre. L'idée, pour pouvoir contrer l'impact de ce phénomène, on a utilisé les données d'observation et notamment les données d'observation pour les installations qui sont rattachées au réseau RTE. Pourquoi? Parce que ces données d'observation, on va les récupérer en J+1. Et donc, le 15, on a subi le phénomène, mais le 16, on est allé interroger RTE pour récupérer nos données de production pour une partie de nos installations. Et on a regardé la différence entre la production réelle et la production estimée pour la veille, en se disant, bah, avec un principe, une règle de 3, on va reconstruire l'ensemble de notre prévision pour la journée du 17 en tenant compte du reste de la veille. Et c'est finalement ce qu'on retrouve cette fois-ci sur le graphe de gauche. Donc, vous avez notre prévision de départ, c'est la prévision bleue. La prévision rouge, c'est notre prévision qui a été corrigée. Et le orange, c'est finalement ce qui a été produit par le panneau, par l'ensemble de nos panneaux. Et donc, la résultante en vert. Donc, vous voyez que malgré les corrections qu'on a pu appliquer en opérationnel, on a encore sous-estimé l'épisode Sirocco sur cette journée-là. On arrive à la fin de cette présentation. Peut-être en conclusion, donc on vous a montré par cet exemple la limite de notre modèle et notre processus actuel. Comme évoqué par Sylvain dans la première présentation, on est également en recherche avec l'équipe R&D de nouveaux modèles de prévision pour pouvoir contrer ce genre de situation. Donc, il n'y a pas que cet épisode-là, on a également l'épisode des éclipses qui nous impacte côté opérationnel. Et on a l'espoir avec les images satellites sur la filière photovoltaïque de pouvoir améliorer les prévisions lors de ce genre de phénomène un peu atypique. Voilà. On vous remercie pour l'écoute. Très bien, merci pour vos présentations. Donc, quelles sont les questions dans la salle? Sachant que vous pouvez aller plus loin sur le plan scientifique, aussi bien avec Sylvain ou avec les collègues de la R&D qui sont là. Didier, tu as une question? C'était clair. J'ai une question un peu globale sur le plan économique. Toute la direction que vous avez mise en place à EDF, ça coûte. Vous avez des centaines de personnes qui travaillent. Vous développez des modèles d'intelligence artificielle qui consomment beaucoup de données. Ça coûte aussi, ça. Les data centers, etc. Donc, j'imagine que vous êtes complètement convaincu que ces coûts sont très largement compensés par les gains que vous faites dans l'optimisation du système sur le plan économique, quoi, pour l'équilibre du réseau par rapport à la demande.
Il n'y a pas que les coûts économiques, parce qu'il y a aussi le risque sur l'équilibre du système. Enfin, c'est à vous de répondre. Oui, alors, si on peut donner quelques chiffres qui sont publiés par la Creux hein, dans ces différentes délibérations. En termes de frais de gestion de l'activité EDF-OA, on parle de 60 à 80 millions d'euros annuels sur la gestion de finalement tout le périmètre des installations soutenues. Donc, par rapport aux milliards que coûte derrière l'achat de l'énergie aux producteurs et par rapport aux milliards qu'on récolte sur les marchés, on est vraiment sur des ordres de grandeur très différents. Millions, millions, millions. Ouais. Alors, ouais, on l'a peut-être pas mentionné, mais en fait, on est compensé sur nos frais de gestion, mais on prend pas de marge côté EDF sur la gestion de cette activité. On essaie de tout prendre en compte dans le calcul des frais de gestion, mais oui, c'est l'idée. Je suppose que c'est des coûts qui sont contrôlés par la Alors, pour compléter un peu, donc, faut savoir déjà que quand on utilise des données météo, bon, bah, les supercalculateurs ont déjà tourné pour autre chose. Donc là aussi, on se place les prévisionnistes, ceux qui font des prévisions d'énergie se placent en seconds utilisateurs, en fait. Et puis sinon, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, alors, je leur précise encore, mais les recherches sont en cours. Et un des paramètres importants, c'est outre la précision de la prévision, si la prévision coûte énormément en calcul, on ne la considère pas comme prête à être opérationnelle. Une autre question, Catherine? L'obligation d'achat, enfin le tarif d'obligation d'achat, ça a quelque chose qui a baissé considérablement. Au début, c'était pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins intéressant pour quelqu'un, un petit producteur individuel qui avait des panneaux solaires euh, sur son, sur son toit, par exemple, de revendre son électricité à EDF. Alors, ma question, elle est, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une configuration où on a plus intérêt à faire que de l'autoconsommation ou est-ce qu'on est encore dans une configuration où c'est plus intéressant de revendre à EDF et après de racheter son énergie au prix, alors peut-être pas au tarif IEG, mais au tarif normal? Si. C'est une très bonne question. Donc, historiquement, c'était bien pour développer la filière des ENR en France avec des tarifs plutôt attractifs de rachat d'électricité. Aujourd'hui, pour bien distinguer les deux mécanismes de soutien, pour tout ce qui est obligation d'achat, ne reste quasiment que du photovoltaïque plutôt associé à du particulier, donc tout ce qui est du 1,36 kW crête. Dans les nouvelles, pardon, oui. Pour toutes les autres filières, on sera plutôt sur le nouveau mécanisme de soutien, le complément de rémunération, où pour le coup, c'est de la responsabilité du producteur, soit de passer par un agrégateur, soit d'aller vendre directement sur les marchés. Maintenant, pour répondre un peu plus précisément sur la question du particulier entre l'autoconsommation ou la vente en totalité, qui correspond à vendre toute l'énergie produite au tarif de soutien, c'est un petit peu le débat qu'il y a actuellement avec les pouvoirs publics, de trouver le juste milieu pour poursuivre l'encouragement de développement de la filière et notamment répondre aux exigences de la PPE en termes de puissance installée, tout en ayant un équilibre économique pour l'État le plus optimum possible. Et donc, il y a des futurs textes, en tout cas, on l'imagine, qui permettra de câbler au mieux le seuil pour basculer d'un mécanisme obligation d'achat à un mécanisme complément de rémunération. Maintenant, dans nos projections, on s'imagine que le soutien qui se traduira par de l'autoconsommation plutôt qu'une vente en totalité va s'imposer dans un horizon à moyen terme qu'on ne sait pas encore bien définir. Ce serait plutôt la tendance de partir sur de l'autoconsommation. Oui, oui, exactement. Je vais en tête.
Le modèle. CFD, oui, les Anglais l'ont fait depuis un certain temps. Les Anglais ont fait ça depuis un certain temps. Et peut-être juste pour préciser, aujourd'hui, tous les petits producteurs qui choisissent un mode en autoconsommation, généralement, signent quand même un contrat en obligation d'achat, mais en choisissant l'option, je veux être en autoconsommation. Parce qu'en fait, ce qu'ils autoconsomment pas, ils l'injectent sur le réseau et il faut que ça aille dans le périmètre de quelqu'un. Et donc, c'est sur notre périmètre que ça atterrit. Ça vient chez nous. Exactement. Et donc, il y a bien un tarif associé à la signature de ce contrat. Et c'est tout le jeu actuel du producteur de se poser la question, est-ce que c'est plus intéressant pour moi de choisir un mode en autoconsommation où je ne touche finalement de l'argent que sur le surplus. Voilà, et j'économise en parallèle sur ma facture d'électricité versus j'injecte tout à un tarif que je connais à l'avance sur le réseau. Alors, il est fixé pour une durée figée et en fait, il est fixé à un instant T et il n'évolue pas à la baisse pour mon contrat. En fait, ce qui évolue chaque trimestre dans les arrêtés tarifaires, c'est les nouveaux contrats qui rentrent. Donc, au moment où il signe, le producteur, il a une visibilité sur 15-20 ans. Et il peut y avoir dans certains contrats plutôt une indexation à la hausse compte tenu des indices de prix INSEE et autres. Mais il n'y a pas de dégressivité normalement dans le contrat. Normalement. Ouais, alors, il y a le premier phénomène, c'était ce que mentionnait Claire, c'est qu'on a eu un phénomène d'installation de producteurs dont le contrat en obligation d'achat arrivait probablement proche de l'échéance de soutien, donc à la fin des 15-20 ans de soutien, qui se sont dit, bah, sur les dernières années de soutien, je préfère aller toucher des revenus sur les marchés, maintenant que les prix sont très élevés. Et donc, ils ont cassé leur contrat de soutien, euh, pour lequel historiquement, dans les contrats de soutien, il n'y avait pas forcément toujours une pénalité associée, une indemnisation à la résiliation. Donc, c'était intéressant pour eux d'aller sur les marchés. Après, il y a également eu euh, un autre effet lié à la hausse des prix, c'est sur le complément de rémunération, ce qu'on voyait tout à l'heure. Finalement, on s'est retrouvé, nous, dans une position de recevoir de l'argent des producteurs, de récupérer des avoirs et donc de changer totalement la gestion contractuelle. Au lieu de payer sur facture, on émettait des avoirs. Et il y a eu toute une problématique de recouvrement de cet argent. Et puis, il y avait aussi un petit détail, mais historiquement, dans les contrats, il prévoyait un plafonnement des avoirs à hauteur de ce qu'avaient pu percevoir les producteurs en termes de soutien sur les années passées. Donc, le producteur ne pouvait pas verser plus que ce qu'il avait déjà touché en soutien. Sauf que quand l'État a fait son calcul, ce plafonnement coûtait plusieurs milliards. Enfin, représentait un manque à gagner pour l'État de plusieurs milliards. Et donc, a fait passer un décret ou une loi pour déplafonner les plafonds de complément de rémunération. Et en 2022 puis 2023, c'est les premières années où en fait tout le cycle économique financier qu'on voyait tout à l'heure était à l'avantage de l'État, après avoir coûté plusieurs milliards par an à l'État sur les années d'avant. Je complète juste la réponse avec 2 points, plutôt liés à l'explosion du prix du gaz. Donc, ça a eu 2 impacts assez importants pour nous. Le premier impact, c'est on a vu qu'on avait la filière cogénération qui a comme combustible en entrée le prix du gaz. Et donc, ça a changé l'équilibre économique pour les installations sur cette filière-là. Et ça a donné lieu à pas mal de discussions entre les pouvoirs publics et la filière cogénération pour changer de manière ponctuelle les règles du jeu du mécanisme de soutien pour pas qu'elles soient obligées de produire en hiver en étant déficitaires parce que le prix du gaz n'était pas couvert par le prix de soutien en sortie. Ça, c'est le premier point. Sur le second point, c'est que, toujours lié au prix du gaz, les recettes qu'on a pu percevoir sur les ventes court terme, sur le journalier ou sur l'infrajournalier, elles sont, sans rentrer dans le détail, mais assez liées au prix du gaz rencontré en France. Et donc, on a une recette plus conséquente sur cette période-là
que sur les années passées. Donc, j'ai plus en tête l'année de référence si c'est 2022 ou 2023, mais les recettes de tout ce qu'on a pu vendre en obligation d'achat sur l'année 22 ou 23 étaient quasiment à la hauteur des charges d'achat de toutes ces énergies en obligation d'achat. Donc, c'est ce que disait Alvaro, pas loin de 10 milliards d'euros. Et c'était la première fois qu'on inversait le flux financier entre l'État et EDF Obligation d'achat, ou en fin d'exercice, c'est EDF-OA qui a rendu de l'argent à l'État, parce que la somme des recettes couvrait et dépassait la somme des charges d'énergie. Oui, Didier, ta question. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose que seul EDF, en tant qu'énergéticien, a obligation d'achat? Tout dépend pour qui. Ça peut être bon pour certains et mauvais pour d'autres. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Il y a plusieurs choses dans la question. La première, c'est d'un point de vue territoire. On va séparer le monde des ELD, donc entité locale de distribution, du reste, où c'est plutôt Enedis, le gestionnaire de réseau de distribution. Donc, on ne s'occupe pas du territoire des ELD. C'est juste pour préciser ce point-là. Et ensuite, sur le soutien obligation d'achat, c'est vrai que le primo-contractant est forcément EDF obligation d'achat pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Par contre, le producteur a la possibilité à chaque fin d'année de changer son acheteur obligé et de se tourner vers l'acteur de son choix pour gérer son contrat en obligation d'achat. Alors, c'est peut-être méconnu et pas forcément beaucoup exploité en nombre de contrats, mais ce dispositif existe. Après, pour essayer de répondre à la question du côté un peu acteur unique, si on écarte cette possibilité, ça centralise quand même les frais pour les pouvoirs publics d'avoir un acteur unique. Et même si on cloisonne entre l'activité historique d'EDF et l'activité EDF-OA, on bénéficie quand même de pas mal de charges mutualisées entre les deux périmètres. Si on prend qu'un seul exemple pour illustrer, mais n'hésitez pas à compléter, l'infrajournalier ou le journalier sont des processus qui sont exécutés pour l'infrajournalier en 7-7, 24-24. Ce n'est pas côté mission obligation d'achat, donc EDF-OA, qu'on exécute tous ces trades en infrajournalier. On a un contrat de prestation, on délègue cette activité à l'acteur qui s'appelle COPEM au sein de la boîte, qui déroule déjà ses propres processus et qui vient en plus de ces processus compléter son activité par le déroulé des processus d'obligation d'achat. Donc cette charge de main-d'œuvre, elle est en partie compensée parce qu'on vient regarder le temps passé par COPEM, mais ça a évité de construire toute une équipe dédiée à cette exécution de processus, par exemple. Et on a des personnes de COPEM si on veut aller plus loin sur le sujet, au besoin. Une autre question, oui. Merci pour vos présentations. Pour revenir sur des sujets un peu plus de modélisation et de prévision, comment vous expliquez, parce que là on voit bien le phénomène, mais les écarts un peu systémiques dans les modèles entre les prévisions du coup infrajournalières et la puissance produite effectivement, sachant qu'elle a l'air toujours globalement positive. Alors c'est peut-être un cas exceptionnel sur l'année, mais sur un mois en tout cas, on a l'impression d'observer toujours le même pattern. Et du coup, là, c'est un peu une question sur la partie plus modélisation. Pour ce qui est de la prévision et des biais finalement de nos prévisions, donc ce que j'avais expliqué, c'est qu'on fait des calibrations tous les 2 ans et entre-temps, il peut y avoir des biais qui arrivent et on ne va pas changer le modèle pour autant. Donc des biais qui sont dus à plusieurs choses. Il peut y avoir, si c'est un phénomène qui dure quelques semaines, ça peut être un biais d'un modèle météo. Et donc, il va exister et pendant quelques jours. On peut avoir un biais de notre modèle à nous, parce que les périmètres ne sont pas bien calculés. Par exemple, sur le photovoltaïque, c'est arrivé. En fait, on fait une prévision sur 3 périmètres. Un périmètre sur le réseau de transport et 2 sur le réseau de distribution. Un par rapport à tout ce qui est en télérelève et un par rapport à ce qui est en profilé, donc en index. Et on n'avait pas une bonne
une division de ces deux périmètres en entrée. Donc, notre référentiel n'était pas très bon. Et donc, on avait des biais systémiques dans un sens et dans l'autre. Il fallait en fait revoir notre répartition et comment on faisait cette répartition entre les deux, les deux blocs. Et une troisième chose, c'est que nous, on va faire une opération tous les mois. C'est qu'on va regarder le réalisé. Nous, on a accès au réalisé tous les mois et pas du jour pour le lendemain. En fait, on a accès au réalisé du jour pour le lendemain que sur le réseau de transport. Mais pour le réseau de distribution, on a à peu près le 15 mois du jour du mois N+1. 15e jour du mois N+1. Et donc, on va regarder avec la R&D tous les mois comment s'est comporté notre modèle. Et on va changer un paramètre correctif pour pouvoir en fait débiaiser tous les biais constants qu'on peut trouver comme ici. Mais pour l'instant, c'est que de cette manière. Et on va avoir un nouveau projet, c'est le recalage dynamique qui va aussi en fait agir tous les mois. On va regarder tous les mois la même chose, mais on va pouvoir corriger pas seulement par un correctif global, mais ça peut être un correctif basé sur les quantiles de puissance ou d'autres choses. On se base sur plusieurs modèles météo. On en a deux pour l'instant. Donc ça permet déjà, s'il y en a un qui se trompe et l'autre qui ne se trompe pas, ça diminue finalement notre erreur. Mais on a plusieurs moments où les deux se trompent. Il suffit une dépression mal gérée, elle peut être mal prévue des deux côtés. Oui, sur un sujet assez proche, je me souviens, ça remonte à 15 ou 20 ans, il y avait eu une thèse faite à l'école polytechnique sur les types de temps. Et le sujet était de dire il y avait 5 ou 6 types de temps. Et la question était de savoir comment prévoir le basculement d'un type à un autre. Or, Sylvain, tu n'as pas parlé de ça. Est-ce que c'est parce que c'est pas du tout pertinent à l'échelle où tu travailles ou est-ce que c'est parce que c'est implicite? En fait, j'en ai parlé, mais très rapidement à la fin. En fait, c'est que quand je disais que si on a par exemple, j'en ai parlé de manière très simplifiée, par exemple, si on a un anticyclone sur la Scandinavie, alors on est dans un régime de temps qu'on appelle le Scandinavian Blocking. On a effectivement entre 4 et 6 régimes de temps. Ce sont vraiment des patterns, hein, ce sont vraiment des motifs de champ de pression sur, en général, une zone définie. En général, pour l'Europe, on va prendre l'Atlantique Nord. Et on a une difficulté à les reconnaître parce que dans beaucoup de cas, on a un motif indéterminé. Voilà, on ne sait pas le classer. On ne sait pas le classer. On a des motifs qui se repèrent très bien. On a l'oscillation nord-atlantique négative et positive qui sont très nettes, hein. Ce sont des différences de pression entre plusieurs points de l'Atlantique. On a le Atlantic Ridge, c'est en général un anticyclone au milieu de l'Atlantique qui donne du très mauvais temps chez nous. Et donc, on a le Scandinavian Blocking. Après, il y en a deux qui sont plus mineurs ou plus rares. Et puis actuellement, les chercheurs de mon labo me disent n'utilise pas les régimes de temps en automne et au printemps. On ne les garantit pas. Voilà. Bon, je suis bien embêté, du coup, je les utilise qu'en été et en hiver. Voilà. À une certaine époque, je me souvenais qu'on parlait de l'anticyclone des Açores. On disait il est aux Açores, il remonte, il redescend, etc. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est. Alors, est-ce que c'est physiquement différent parce qu'il y a une évolution climatique ou est-ce que c'est parce que, en fait, ça marche pas aussi bien qu'on pouvait le penser à cette époque? C'est intéressant. La position de l'anticyclone des Açores, c'est un micro-régime de temps. On ne l'appelle pas en tant que tel, mais ce qui est très simple, c'est que l'anticyclone des Açores porte le Gulf Stream. Donc, s'il a une certaine hauteur, on va avoir plus chaud en Europe. Et c'est un peu plus bas ou un peu plus haut, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je n'ai pas révisé ça depuis longtemps, on va avoir, le courant chaud ne va pas atteindre la France. Mais il est toujours là. Et oui, il est comme le Gulf Stream, il est menacé par le changement climatique. Oui. Enfin, sa permanence est menacée. Question là-haut, oui. La conclusion de vos deux présentations, à chaque fois, c'est l'ouverture sur la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle dans la modélisation de productibles éoliens ou solaires. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a des travaux de recherche en météorologie sur le sujet et sur la pertinence de l'utilisation
de l'intelligence artificielle dans la prévision de certains phénomènes météorologiques, comme vous l'expliquez, qui ne sont pas forcément faciles à identifier ou à prévoir. Est-ce qu'on a maintenant assez de recul où on commence à avoir un peu de visibilité sur la pertinence de l'utilisation de ce genre de modèle dans certains cas plus que d'autres? Est-ce que c'est un bon cas d'application? Est-ce que c'est plus précis que les modèles météorologiques classiques et physiques qui rencontrent leurs limites actuellement? Et surtout avec les évolutions climatiques qu'on a ces derniers temps, est-ce que les modèles physiques s'adaptent aussi vite que ce que vont pouvoir le faire potentiellement des modèles qui apprennent sur des quantités de données? C'est une question assez ouverte sur la pertinence de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce genre de modèle de prévision. Je pense qu'il faudrait une conférence ou deux pour répondre à la question. Déjà. Alors, pour moi, bon, j'encadre actuellement une thèse sur la prévision par satellite par intelligence artificielle. C'est financé par Total Energy, d'autres gens. Voilà. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. La complémentarité est nécessaire. L'intelligence artificielle va vraiment apporter quelque chose que la physique n'apportera pas. J'en suis certain. Par contre, en termes opérationnels, c'est pas encore ça. Enfin, on a besoin de beaucoup de temps d'entraînement. On a des prévisions meilleures, mais la physique aurait pu nous donner quelque chose d'un peu moins bon. C'était pas plus mal de manière opérationnelle. Et on a le problème de probabilité contre le déterminisme. C'est-à-dire que la prévision par intelligence artificielle va nous sortir des probabilités et donc nos cartes de nuages vont être floues. Donc ça ne nous arrange pas pour certains types de prévisions, notamment les prévisions à très court terme. Ensuite, le gros avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'une fois que le modèle est entraîné, pour le lancer par rapport au modèle classique, ça prend un temps tout petit. On dit que la résolution d'équations de la mécanique des fluides, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on est sur des approches hybrides. On a ce qu'on appelle les réseaux de neurones physiquement informés, en français, qui essayent vraiment de booster un peu les modèles physiques. On a vraiment beaucoup de choses à faire. En tant que chercheur, pour moi, j'ai beaucoup de travail là-dessus. Il y a beaucoup à faire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Juste d'un point de vue opérationnel, et puis on pourra peut-être compléter avec la réponse de la R&D. Opérationnellement, c'est ce qui était évoqué tout au début, on est audité notamment par la Commission de régulation de l'énergie, qui va analyser tous les épisodes avec des écarts assez conséquents sur notre périmètre d'équilibre. Et notre position côté métier par rapport au deep learning, c'est la difficulté de pouvoir expliquer la sortie du modèle, étant un peu une boîte noire. Donc, quand la question nous est posée, expliquez-nous pourquoi la prévision s'est loupée par rapport à la production réelle, le fait d'avoir recours à du deep learning nous limite dans la réponse et souvent est peu satisfaisant vu des pouvoirs publics. D'où l'idée aujourd'hui, alors même si on travaille le sujet avec la R&D du groupe EDF, de rester sur une approche où on peut rejouer, de par les prévisions météo et les fichiers, des épisodes et comprendre les variables éventuellement explicatives de l'écart. Alors après, je ne sais pas si côté R&D, vous souhaitez compléter la réponse. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, à la R&D, on a travaillé sur le sujet des deux côtés. Donc, utiliser les prévisions météo à base de deep learning, de modèles voilà, météo à base de deep learning, et aussi du côté de modèles de prévision de production basés sur des deep learning. Donc, pour les deux conclusions, c'est que, comme l'a dit Sylvain, c'est que la force des prévisions météo à base du DEEP, on le voit plutôt à long terme. C'est là où on a la chance d'avoir plusieurs scénarios et exploiter des probabilités de prévision d'un scénario ou d'un phénomène qui dépasse une normale ou un épisode qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent. Mais à très court terme, ils ont quand même des difficultés à avoir les patterns les plus de résolution spatiale et temporelle plus fins, ce qui a un impact sur la production des renouvelables, où on sait qu'ils sont localisés sur des parcs et on a besoin de bien connaître la météo localement, qui est souvent impactée par l'orographie, le relief. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui limite les modèles météo à base d'IA, qui, eux, ils ont plus disons, la facilité de prévoir les patterns de grande échelle.
si on évalue leur score par rapport à ce qui se passe à la maille globale au niveau de la Terre, on peut y arriver à des scores qui challenge les modèles physiques classiques ou même qui dépassent en termes de performance. Et sur la base des modèles Deep Learning IA pour la prévision de prod, donc comme l'a expliqué Harold, actuellement, en utilisant des modèles de machine learning simple, on a la possibilité d'expliquer quand on rate des prévisions. Par contre, quand on passe sur des modèles de deep learning, on a des boîtes noires et après, des fois, on a du mal à tout expliquer, surtout qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe derrière dans les réseaux de neurones. Donc, c'est les deux côtés. Merci. Bon, merci bien. Je pense qu'on va lever la séance parce qu'on arrive vers 8 heures et nous pouvons continuer un petit peu des échanges autour d'un pot organisé à l'espace qui se trouve au bas de l'escalier qui conduit au musée de minéralogie. Donc, merci bien. Merci Claire, merci Alvaro, merci Harald, merci Sylvain et puis à vous tous pour